En débat, Sénateur Harder. Thank you. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais reconnaître, alors que je prends la parole, que je suis sur le territoire traditionnellement cédé des peuples algonquins et Anishinaabe. Honorable sénateur, je suis heureux de vous faire part de mon appui au projet de loi C-18, la loi concernant les nouvelles en ligne. Avant d'entrer dans les détails du projet de loi, j'espère que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut agir pour relever les défis auxquels le secteur canadien de la presse est confronté aujourd'hui. Une démocratie saine dépend de citoyens bien informés et des citoyens bien informés dépendent d'une presse libre et indépendante. Pourtant, chaque année, nous constatons que les organes de presse peinent à remplir leur mandat, qui est de fournir aux Canadiens une information juste et impartiale. Comme nous le savons bien, une presse libre et indépendante est l'un des fondements d'une société sûre et prospère et démocratique. Il est donc nécessaire d'assurer la viabilité des organes de presse. Nous pouvons également convenir que nos habitudes de consommation de l'information ont changé à jamais. Il est loin le temps où les grands journaux fixaient l'ordre du jour du débat public. Aujourd'hui, que ce soit à travers nos recherches personnelles sur le web ou des médias sociaux, les nouvelles nous parviennent via un petit nombre de plateformes numériques. En clair, le modèle économique de ces plateformes numériques consiste à capter des milliards de dollars de publicité en échange de notre attention. Si l'industrie de l'information fait le gros du travail en couvrant les nouvelles et les événements du jour, en rendant compte des questions qui importent à nos communautés, que ce soit au niveau local, national ou international, très peu de cette valeur leur revient. Si nous sommes d'accord sur le fait que les nouvelles informations ont une valeur cruciale pour produire un électorat informé, alors nous devons nous attaquer au déséquilibre actuel qui menace notre démocratie. Cette législation fait suite à un effort similaire en Australie, mais d'autres pays mettent en œuvre ou prévoient des lois similaires. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a annoncé en décembre 2022 que sa propre législation s'inspirerait fortement de ce qu'elle appelle l'approche objective, pérenne et transparente du Canada. L'objectif du projet de loi C-18 est de créer un écosystème de nouvelles qui favorise la création de contenus de haute qualité et qui reflète les diverses voix et histoires du Canada. Nous savons que ce type de contenu est essentiel à notre discours social et démocratique et à la santé des communautés qui composent ce pays. Sans des médias sains, pas seulement à Ottawa, mais dans toutes les communautés, grandes et petites, la capacité des citoyens à demander des comptes à leurs dirigeants s'atrophie. Les électeurs sont moins bien informés ou mal informés des enjeux aux élections et les prescriptions politiques visant à créer une société meilleure sont à peine éclairées si elles sont discutées. Nous avons vu la diffusion de fausses informations et de désinformation dans le monde peut nuire aux sociétés. Un média robuste et interrogatif est l'un des antidotes les plus efficaces à ces troubles. Nous comprenons tous que la liberté d'expression et la liberté de la presse exigent que les reportages soient réalisés en toute indépendance éditoriale sans ingérence gouvernementale indue. Et elles exigent que les Canadiens puissent continuer à s'exprimer en ligne, notamment en partageant des contenus d'actualité. En outre, nous devons également reconnaître qu'en fin de compte, notre liberté d'expression en tant que Canadiens dépend essentiellement de la qualité du contenu des nouvelles et des informations que nous créons et consommons. Le projet de loi C-18 concentre son soutien sur les entités qui créent un contenu d'information de qualité, les entreprises de presse admissibles, les points de vente qu'elles exploitent et les journalistes qu'elles engagent. Il est certain que les services qui regroupent les informations et des autres pour les utilisateurs ont un rôle à jouer dans l'écosystème canadien de l'information. Ces services en ligne représentent de grandes avancées dans la façon dont nous accédons aux nouvelles et partageons plus largement l'information. Ces services qui agissent comme des gardiens de l'information en ligne ne valent
que les informations qu'ils conservent. Le succès de certaines plateformes en tant que gardiens de l'information leur a permis d'acquérir une position dominante dans la publicité en ligne. Cette domination crée un déséquilibre qui mine les sources de revenus des entreprises de presse et la création continue d'informations de qualité. C'est pourquoi le projet de loi C-18 vise à uniformiser les règles du jeu entre les plateformes en ligne dominantes et les entreprises de presse. Le projet de loi C-18 soutiendra les entreprises de presse et leurs journaux lorsqu'ils produisent principalement le type de journalisme et de reportage rigoureux que les Canadiens attendent des nouvelles professionnelles. Le gouvernement estime que chaque année, environ 215 millions de dollars canadiens en compensation pourraient être versés par les plateformes numériques aux entreprises de presse admissibles au Canada. La loi sur l'information en ligne fournit un cadre législatif et réglementaire souple et moderne qui encourage l'équité du marché. Elle permettra aux plateformes de s'asseoir avec des médias de toute taille, dotés de la capacité de négocier collectivement en mettant les acteurs sur un pied d'égalité dans le processus de négociation. C'est la voie à suivre pour un meilleur équilibre du pouvoir de négociation dans l'écosystème canadien des nouvelles numériques. L'impact prévu du projet de loi C-18 est important. Quelles que soient les estimations financières utilisées, le Bureau parlementaire du budget, par exemple, a estimé que le projet de loi pourrait entraîner une compensation totale de 329 millions de dollars pour les entreprises de presse. Si l'on examine la définition utilisée pour les radiodiffuseurs par rapport au reste de l'industrie des nouvelles, on constate qu'elle est beaucoup plus large, de sorte que la ventilation du côté des radiodiffuseurs est probablement plus élevée. Ces divergences potentielles méritent d'être discutées en comité, mais on ne peut nier que ces paiements constitueront une bouée de sauvetage pour le secteur de l'information en difficulté dans notre pays. Les modifications clés introduites dans l'autre endroit ont amélioré le projet de loi de plusieurs façons. Les changements apportés aux critères d'admissibilité des entreprises de presse, aux règles d'exemption des plateformes du régime et à d'autres éléments reflètent les appels des parties prenantes améliorer la capacité du projet de loi C-18 à soutenir un plus large éventail d'entreprises de presse, y compris les petits organes de presse et les perspectives diverses. Qui profitera de ce projet de loi? Tout d'abord, les entreprises de presse doivent faire une demande pour être admissibles à la participation aux négociations. Le CRTC désignera les entreprises de presse admissibles si elles répondent à un ensemble de critères clairs visant à soutenir un journalisme rigoureux et de qualité qui informe les Canadiens sur des questions importantes. Les entreprises de presse peuvent être admissibles de 4 façons. En tant qu'organisation de journalisme canadienne admissible en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, en tant que radiodiffuseur universitaire communautaire ou autochtone autorisé, en tant qu'organisation canadienne couvrant les nouvelles d'intérêt général ou en tant que média autochtone. Ces critères soigneusement étudiés sont conçus pour garantir que seul un journalisme rigoureux bénéficie de ce nouveau régime. La première voie d'admissibilité, la désignation d'organismes de journalisme canadien qualifiés, ou OJCQ, a été élaborée à l'appui du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre en journalisme canadien introduit dans l'énoncé économique de l'automne 2018. Précise que pour être admissibles, les entreprises de presse doivent produire des reportages originaux sur des questions et des événements qui comptent pour les lecteurs canadiens, notamment des nouvelles, des chroniques, des enquêtes, des profils, des entrevues, des analyses ou des commentaires. Ces entreprises de presse qualifiées sont examinées par un comité consultatif diversifié et indépendant composé de professeurs actifs ou retraités d'écoles de journalisme postsecondaire de tout le pays. En s'appuyant sur la norme, nous pouvons maintenir les critères d'admissibilité des entreprises de presse en harmonie avec la législation existante et réduire au minimum la paperasserie, l'intervention du gouvernement
et les doublons. Ces normes doivent également, ces organismes doivent également adhérer à des principes journalistiques clés, notamment un engagement à rechercher et vérifier les informations avant leur publication et à présenter des perspectives et des analyses diverses. Un organe de presse admissible aura également une politique de correction des erreurs et de représentation honnête des sources. L'autre endroit a ajouté une deuxième voie pour être classé comme une entreprise de nouvelles admissible. Les parties ont convenu que les radiodiffuseurs universitaires, communautaires et autochtones titulaires d'une licence en vertu de la loi sur la radiodiffusion fournissent une grande quantité de nouvelles et d'informations locales dans tout le pays, même si elles ne répondent pas à la définition. Ces diffuseurs ont été ajoutés en reconnaissance de leur rôle unique et de leur contribution au paysage canadien de l'information. Les entreprises de presse qui ne sont pas désignées peuvent également demander à être admissibles si elles traitent d'événements actuels d'intérêt général, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques, et font preuve de rigueur par le biais d'une supervision éditoriale et d'une adhésion aux normes journalistiques professionnelles reconnues. Cette voie exige qu'un organisme emploie régulièrement 2 journalistes ou plus. Ce seuil de 2 journalistes favorise la cohérence en reflétant les règles de qualification existantes dans les critères. Il favorise également une meilleure qualité de reportage en garantissant que le contenu de l'information en question bénéficie de la perspective éditoriale de la vision indépendante d'un autre journaliste professionnel. L'exigence de 2 journalistes est un facteur essentiel pour s'assurer que les Canadiens ont accès à un journalisme indépendant et rigoureux. Un autre amendement a été ajouté à l'autre endroit, précise maintenant que cette règle n'exige pas que les journalistes aient un lien de dépendance avec l'entreprise. Cela permet un cadre plus inclusif pour les jeunes entreprises et les petits médias, y compris ceux qui desservent un lectorat diversifié des communautés plus rurales dont les propriétaires ou les exploitants peuvent être eux-mêmes des journalistes en exercice. Les médias des petites communautés des prairies du nord du Canada et d'autres villes et villages isolés, ainsi que les médias ethniques, bénéficieront de ce projet de loi. Dans de nombreux cas, ces communautés éloignées n'ont qu'un seul média local sur lequel elles peuvent compter. Une 4e et dernière voie d'admissibilité a été ajoutée par l'autre endroit. La dernière voie par laquelle une entreprise de presse peut être considérée comme admissible est celle d'un média autochtone. Les organisations autochtones opérant au Canada sont admissibles si elles couvrent des sujets d'intérêt général et des droits des peuples autochtones, tels que les droits issus de traités et le droit à l'autonomie gouvernementale. Le projet de loi C-18 ne tient pas compte des plateformes et apportera son soutien à tous les types d'organismes de presse, qu'il s'agisse de presse écrite, numérique ou de diffusion, sont toutes admissibles au programme s'ils répondent aux critères. Promouvoir la viabilité des médias autochtones dans notre pays ne profite pas seulement à la diversité de notre paysage médiatique. En soutenant le contenu des médias d'information qui reflètent adéquatement la diversité culturelle autochtone de notre nation, cet aspect du projet de loi C-18 reflète également l'engagement du gouvernement à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a eu des questions à savoir pourquoi notre radiodiffuseur national devrait être admissible au titre du projet de loi C-18 puisque CBC Radio-Canada reçoit déjà des fonds publics. Dans de nombreuses régions de notre pays, CBC Radio-Canada est la seule source de journalisme fiable fondée sur les faits. Les Canadiens comptent sur des informations fournies par notre radiodiffuseur public. Il est tout à l'avantage des géants de la technologie que notre radiodiffuseur public soit exclu de la possibilité de négocier la valeur de son contenu en ligne. De plus, pourquoi les contribuables canadiens devraient-ils contribuer aux résultats de ces plateformes en laissant le contenu qu'ils contribuent à payer être utilisé gratuitement? Pris ensemble, ces critères d'admissibilité pour les entreprises de presse offrent une orientation claire aux médias qui souhaitent bénéficier du régime.
en incluant une diversité d'entreprises, y compris les petites entreprises et les entreprises indépendantes. Les critères soutiennent l'objectif du projet de loi de contribuer à la durabilité du marché de l'information. Comme je l'ai mentionné, le projet de loi C-18 encouragera les plateformes numériques qui ont une position dominante sur le marché à conclure des accords commerciaux volontaires qui compensent équitablement les entreprises de presse canadiennes pour l'utilisation et le partage de leur contenu de nouvelles en ligne. Le CRTC jouera un rôle important en veillant à ce que la législation débouche sur des accords équitables qui contribuent à la viabilité du secteur des nouvelles. En tant qu'organisme de réglementation indépendant, il a notamment pour mission de défendre la liberté d'expression et l'indépendance journalistique. Le CRTC est expert en matière de réglementation des médias, de processus publics équitables et transparents et offre un arbitrage final. Le Conseil est bien placé pour mettre en œuvre les outils réglementaires inclus dans le projet de loi qui empêchent les plateformes numériques de favoriser ou de désavantager indûment certaines entreprises de presse, préservant ainsi l'indépendance de la presse. Le rôle de la Commission sera d'aider à ouvrir la voie à des accords négociés équitablement, notamment en élaborant un code de conduite et de surveiller le marché pour s'assurer que le cadre continue d'atteindre ses objectifs. Et dans les rares cas où les parties ne parviennent pas à s'entendre, elle facilitera l'arbitrage de l'offre finale, une option que C-18 présente en dernier recours. L'un des principaux rôles du SRTC sera d'accorder aux plateformes des exemptions de certaines parties de la loi. Pour ce faire, les plateformes devront démontrer qu'elles contribuent à un secteur de l'information durable en concluant des accords commerciaux équitables et avec des entreprises de presse qui reflètent la diversité du marché canadien de l'information. Les plateformes, définies comme des intermédiaires de l'information numérique dans la loi, qui souhaitent bénéficier d'une exemption ont une feuille de route claire. Cela signifie conclure des accords avec des médias basés dans de petites communautés d'un bout à l'autre du pays. Cela signifie qu'il faut conclure des accords avec des organes d'information qui produisent des reportages dans les 2 langues officielles, avec des médias autochtones et des organes représentant les Noirs et les groupes racialisés. Cela signifie que des accords doivent être conclus avec un nombre équilibré de médias de chaque région du pays. Les accords devront garantir que les journalistes et les rédacteurs en chef pourront continuer à couvrir les questions et les sujets importants sans interférence en respectant l'indépendance de la presse et la liberté d'expression. Les nouveaux critères introduits à l'autre endroit garantissent que les plateformes doivent également conclure des accords avec des acteurs plus petits, tels que les organismes à but non lucratif, les entreprises de presse desservant des populations diverses et les organes de presse autochtones. Voilà une autre raison pour laquelle nous pouvons être optimistes quant à l'impact positif de C-18. Les règles d'exemption du régime fournissent aux plateformes un ensemble de critères clairs et transparents pour les guider dans l'adoption d'une approche équilibrée et équitable de la conclusion d'accords. L'accent est mis sur la portée des ententes et sur l'étendue du marché qu'elles couvrent. Le CRTC accordera à une plateforme en ligne une extension de la loi à condition que les ententes qu'elle conclut reflètent cette approche équilibrée et équitable. Ces critères d'exemption sont objectifs et conçus pour faire avancer les objectifs du cadre. Soyons clairs. Le CRTC ne choisira pas les gagnants et les perdants. Le cadre repose fondamentalement sur des négociations libres entre les éditeurs de presse et les plateformes sur un pied d'égalité. Il prévoit des garanties pour s'assurer que les accords finaux favorisent les objectifs d'intérêt public de la législation. La transparence est intégrée dans le processus réglementaire à chaque étape. Cela inclut les décisions d'éligibilité et d'exemption.
L'autorité de régulation sera en mesure d'évaluer si un accord entre les entreprises de presse et les plateformes présente un risque pour l'indépendance journalistique, préservant ainsi la liberté de la presse. Les informations issues de ce processus alimenteront également une autre innovation clé de C18, le rapport annuel d'un auditeur indépendant sur l'impact de C18 sur le marché de l'information numérique. En donnant au CRTC la capacité d'évaluer les accords, il est plus facile de suivre les résultats et l'impact de la loi. C'est ainsi que nous pourrons évaluer dans quelle mesure elle atteint son objectif de renforcer l'équité sur les marchés des nouvelles numériques. Les processus publics du CRTC offrent la possibilité de faire des commentaires et de corriger le tir en cours de route si nécessaire. Les processus publics permettent de mieux évaluer l'impact de la législation sur la viabilité à long terme du secteur canadien des nouvelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'approche innovante et flexible du Canada est considérée par nos pays partenaires aux vues similaires comme un modèle d'objectivité et de transparence. Sénateurs et sénatrices, je m'en voudrais de ne pas reconnaître le rôle essentiel des médias dans la protection de la vitalité de nos langues, de notre culture et de notre identité. Il est également important d'assurer que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à des informations profondes sur les faits, dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi le projet de loi C-18 exige que les plateformes concluent une série d'ententes avec les médias, y compris les organismes de presse locaux et régionaux de chaque province et territoire, les communautés anglophones et francophones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Je suis aussi heureux de constater que les organismes comme Hebdo-Québec expriment leur fort appui à cette législation. J'aimerais partager avec vous un extrait d'une déclaration de Hebdo-Québec, lequel, j'imagine, reflète le sentiment de nombreux médias à travers le pays. Et je cite. Il ne s'agit pas d'une question de technologie, mais plutôt d'une différence de pouvoir de négociation. Individuellement, les journaux ne peuvent pas détourner les plateformes sous peine de perdre une grande partie de leur lectorat et de leurs recettes publicitaires. Google et Facebook sont la seule option pour de nombreux éditeurs, alors que les plateformes peuvent ignorer les demandes de n'importe quel éditeur. Fin de citation. Le gouvernement serait là pour les Canadiens et les Canadiennes, parce qu'ils attendent que le gouvernement agisse pour protéger le journalisme local d'une manière transparente, parce qu'il doit protéger l'avenir d'une presse libre et indépendante, parce qu'il faut s'assurer que des Canadiens et Canadiennes aient accès à des informations qui sont fondées sur les faits, parce qu'on doit collectivement protéger la force de notre démocratie. Now I'd like to take... J'aimerais maintenant profiter de cette occasion pour répondre à certaines des préoccupations que j'ai entendues au sujet de ce projet de loi. Une grande partie des commentaires ont consisté en de malheureuses déclarations erronées sur le paiement par clic et la fin de la liberté d'expression en ligne au Canada. Malheureusement, ces commentaires cherchent à présenter cette législation comme une menace pour l'Internet tel que nous le connaissons ici au Canada. Je suis sûre que beaucoup de mes collègues entendent parler de certaines de ces questions concernant le projet de loi. Mais bien sûr, il n'est pas difficile de relier les points. Lorsque les commentateurs affirment que le projet de loi C-18 va casser l'Internet, ce qu'ils veulent dire, c'est que le projet de loi C-18 aura un impact sur les marges bénéficiaires des plateformes dominantes. Il exigera que ces plateformes partagent équitablement les revenus publicitaires avec les personnes qui publient le contenu des nouvelles qui apparaissent sur les services des plateformes.
L'Australie a une législation similaire et je peux vous assurer qu'Internet fonctionne toujours là-bas. Je suis sûre que cela fonctionnera également en Nouvelle-Zélande, puisque ce pays met en place son propre régime dans les prochaines semaines. Et quand certains disent que le projet de loi C-18 entraînera le blocage de liens en ligne, ce qu'ils veulent dire, c'est que les grandes plateformes ne sont pas prêtes à jouer les gros bras. Nous avons tous vu Meta, en réponse à la nouvelle législation sur les nouvelles en ligne en Australie, retirer les liens vers les nouvelles ainsi que les informations sur les services essentiels. Ça inclut même la météo. Nous savons maintenant, grâce à des dénonciateurs, que Meta a calculé le retrait de manière à maximiser le chaos et les dommages. Mais les Canadiens ne se laisseront pas intimider. Les plateformes numériques dominantes devraient être obligées de négocier équitablement et de bonne foi. Pour être clair, le projet de loi C-18 vise les plateformes les plus dominantes, qui agissent comme des intermédiaires clés dans la façon dont les Canadiens accèdent aux nouvelles. Il demanderait à ces plateformes de négocier des accords pour partager équitablement les bénéfices qu'elles tirent de toutes les façons dont elles mettent le contenu de nouvelles à la disposition des utilisateurs de leurs services. C-18 n'est pas un système de paiement par clic pour les informations. Les commentateurs qui suggèrent cette idée interprètent, à mon sens, mal le cadre. Ils le voient à travers une approche conventionnelle de l'octroi de licences en ligne, essentiellement une lentille de droit d'auteur. Mais le projet de loi C-18 s'inscrit dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur. Dans le contexte d'une plateforme numérique exerçant un important déséquilibre de pouvoir, il impose un cadre de négociation pour exiger des négociations équitables et de bonne foi. Le projet de loi C-18 n'est pas une loi sur le droit d'auteur. On veut s'assurer d'une compétition juste, en fait. Un autre mythe, c'est que certains observateurs affirment que le projet de loi C-18 est une taxe sur les liens ou impose des paiements pour les liens, et en concluent que le projet de loi encouragera les appâts à clics au détriment du journalisme de qualité. Et pire encore, qu'il mettra fin à la gratuité des liens sur Internet. Mais ce n'est pas ce que fait C-18. Nulle part, C-18 n'impose un quelconque tarif ou paiement pour un lien. Ce qu'il exige, c'est que lorsque des liens vers des informations sont mis à disposition par des plateformes qui ont un pouvoir significatif sur les entreprises d'information, ces plateformes doivent venir à la table de négociation et négocier. C'est tout. Il s'agit d'un cadre conçu pour renforcer les entreprises de presse dans l'économie numérique. Il est conçu pour aider ces entreprises à mieux exploiter leur contenu d'information et à mieux tirer parti de leurs efforts. Il est conçu pour contrôler le pouvoir de certaines des plateformes les plus dominantes au monde afin que des négociations équitables puissent avoir lieu. Il ne s'agit pas d'une taxe, mais plutôt d'une adaptation du marché à un endroit qui reconnaît de manière appropriée la valeur des contenus d'information et de ceux qui les produisent. Reconnaître la valeur appropriée du contenu des informations pour les plateformes les plus dominantes signifie compter toutes les façons dont ce contenu figure sur leur service. L'une des façons dont les plateformes en profitent est d'utiliser ce contenu d'actualité et la possibilité d'y accéder et de le partager pour attirer les Canadiens vers leurs services. Les liens jouent un rôle central dans cette offre de plateforme aux Canadiens. Nous avons vu que les liens vers les contenus d'actualité ont une valeur pour les plateformes lorsque Google a continué à refuser de payer les éditeurs dans l'Union européenne dans le cadre d'une approche du droit d'auteur qui inclut les titres et les extraits, mais pas les hyperliens. Les résultats de l'expérience de l'Union européenne ont été jugés insuffisants. Les longues batailles judiciaires autour de systèmes de gestion des droits numériques peu maniables n'ont pas apporté une aide suffisamment rapide aux entreprises de presse. Et c'est précisément la raison pour laquelle le projet de loi C-18 crée un marché qui tient compte de toutes les façons dont le contenu des nouvelles est rendu disponible. Un autre point important que j'aimerais soulever dans ce débat. La liberté d'expression n'est pas menacée par ce projet de loi.
le projet de loi C-18 ne contient pas de disposition qui permettrait à quiconque de bloquer des liens vers des informations. Le C-18 ne contient pas de disposition habilitant quiconque à interdire la citation de nouvelles. Plutôt, le projet de loi C-18 impose des obligations aux entités les plus puissantes de l'écosystème de l'information en ligne. Il impose notamment aux plateformes l'obligation de ne pas exploiter injustement la position qu'elles occupent en tant que passerelle d'information en ligne, en redirigeant les revenus publicitaires cruciaux des mêmes éditeurs de presse dont elles présentent les travaux sur leurs services. Les plateformes en ligne ont longtemps vanté leurs services comme étant la place publique numérique. En tant qu'espace en ligne où les citoyens peuvent se connecter pour partager des idées et prendre des décisions concernant leur vie, leur communauté et leur place dans notre société au sens large. Et ces plateformes se sont immensément enrichies, devenant certaines des entreprises les plus précieuses de l'histoire du monde, en utilisant les effets de réseau pour essentiellement tenir un public captif. Mais la qualité du discours sur la place publique ne peut être aussi bonne que la qualité du contenu par lequel les gens s'informent. Et même si ces plateformes numériques s'enrichissent, les entreprises de presse, celles qui créent le contenu sur lequel les Canadiens comptent pour s'informer, disparaissent à un rythme alarmant. S'il est vrai que le nombre d'autres médias indépendants augmente grâce à la facilité accrue de développer des produits pour le Web, il est également vrai que le Canada a perdu plus de 460 médias depuis 2008. Qui plus est, ces pertes sont survenues dans des communautés isolées et souvent desservies par un seul média au départ. Le mois dernier, Postmedia, qui exploite plus de 100 journaux, grands et petits, à travers le pays, a annoncé des coupes de 11 % dans un personnel déjà trop sollicité. Récemment encore, le groupe Overstory Media, basé en Colombie-Britannique, a annoncé des licenciements affectant des publications telles que Georgia Straight, Vancouver Tech Journal, The Coast, Burnaby Beacon, Fraser Valley Current, New West Anchor, Calgary Citizen, Tasting Victoria, Oak Bay Local, The West Shore, Victoria Tech Journal, E-Tri-Cities, Calgary Tech Journal et Capital Daily. Il m'est difficile d'imaginer que personne dans cette Assemblée n'a vu sa communauté natale épargnée par les fermetures ou les licenciements. En tant que sénateur, nos perspectives et notre capacité à représenter les préoccupations de nos électeurs sont affaiblies. Si nous ne le faisons pas déjà, nous manquerons bientôt des informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour le bien-être de nos concitoyens. Enfin, certains ont affirmé que seuls les grands médias profitent de ces 18. L'Australie prouve exactement le contraire. L'objectif de la législation est d'amener le plus grand nombre possible de médias à la table des négociations. L'union fait la force. En s'unissant, les petits médias seront dans une position de négociation plus forte et ils obtiendront enfin une compensation équitable pour le contenu que les journalistes produisent. Et c'est ce contenu qui alimentera la publicité et les abonnements. Le projet de loi C-18 a pour effet d'uniformiser les règles du jeu afin que les entreprises de presse puissent recevoir une part équitable des bénéfices lorsque leurs œuvres sont mises à disposition sur les plateformes numériques dominantes. Il permet aux journalistes canadiens de continuer à créer du contenu de qualité qui sera discuté sur la place publique numérique. En assurant la création continue de contenu de nouvelles canadiennes de qualité en ligne, le projet de loi C-18 soutient fondamentalement la durabilité du secteur des nouvelles et la liberté d'expression des Canadiens. Enfin, je ne saurais trop insister sur l'importance de ce projet de loi pour l'avenir et la pérennité des nouvelles locales. Il est essentiel que nous soutenions les médias d'information canadiens en favorisant les meilleures conditions pour qu'ils puissent continuer à produire un journalisme répondant aux normes les plus élevées de l'industrie et qui rejoignent nos citoyens, peu importe où ils se trouvent. Cette question n'est pas à prendre à la légère compte tenu du nombre d'emplois et d'entreprises canadiennes qui sont en jeu, mais aussi parce que le cœur de la question réside dans la vitalité et la durabilité de notre démocratie. Les citoyens doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées sur les personnes qu'ils veulent voir les diriger.
sur les politiques qui leur sont bénéfiques et qui profitent à leur communauté, et sur les services qu'ils peuvent se permettre de payer et ceux dont ils peuvent se passer. Cela est particulièrement important à une époque où les citoyens se tournent de plus en plus vers les voies les plus fortes. Just as government shouldn't pick winners and losers, nor should big tech monopolies. Tout comme Si les grandes compagnies ne devraient pas créer de monopole. Et les géants du Web ont déjà négocié des ententes pour les licences de contenu avec les grands joueurs comme le Globe and Mail. C18 permet aux plus petits fournisseurs de s'unir afin de négocier de meilleures ententes. Sans cette loi, ces petits fournisseurs seront laissés pour compte et seront dans l'ombre des grands fournisseurs. Pour conclure, ce projet de loi est une priorité pour le gouvernement et a joui de l'appui de tous les partis à l'autre endroit. Ce projet de loi est nécessaire pour l'avenir du secteur et tout délai pourrait mener à des mises à pied. Ce projet de loi doit être examiné de manière appropriée et approfondie, mais sachez que la plupart des médias que ce projet de loi appuierait sont dans une situation périlleuse. Je demande donc instamment à cette Chambre de faire avancer le projet de loi le plus rapidement possible pour qu'il soit étudié en comité. Merci. Senator Lankin, Sénatrice Lankin, le sénateur Oussakos a signalé qu'il aimerait poser une question. Sénateur Harder, il vous reste 8 minutes. Accepteriez-vous de répondre à des questions? Certainement. Sénateur Oussakos, puis sénatrice Lankin. Merci, Madame la Présidente, et merci pour votre discours, sénateur Harder. Vous savez que j'ai suivi le débat sur C11 et je disais que le gouvernement était en train de choisir les joueurs gagnants et les joueurs perdants. Je sais que ce projet de loi porte sur l'équité, mais j'ai quand même des inquiétudes et des préoccupations. Qu'allons-nous répondre aux personnes qui vont dire que le Web ne fait qu'élargir, ne fait qu'augmenter le travail pour les producteurs? Alors, lorsque la CBC utilise Facebook ou Twitter, par exemple, ils les utilisent parce qu'ils veulent prendre autant de place que possible pour leur travail. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous prenons un Uber et nous allons au resto ce soir et le chauffeur Uber nous dit qu'il veut aussi un pourcentage de ce qu'on aura dépensé. Sinon, sans lui, ce serait impossible d'aller au restaurant. Ou ils vont dire, ah, mais lorsque vous aurez publié votre discours prononcé au Sénat sur Twitter, qu'ils veulent un pourcentage. Sénateur Harder, merci pour votre analogie. Alors, ce chauffeur Uber qui nous conduirait jusqu'au restaurant aurait droit à une partie du prix s'il nous fournissait le repas et ce n'est pas le cas. Sénatrice Lankin, puis sénatrice Simons. Merci. Je ne parlerai pas de chauffeur Uber. Je pense que ça, on pourra laisser ça au comité. Monsieur le sénateur, j'ai 2 questions. Alors, j'appuie en général la prémisse et je comprends qu'on veut parler d'équité et de droits d'auteur et ainsi de suite. Savez-vous comment un organisme comme la presse canadienne sera traité puisque c'est un peu comme une coopérative? Et les compagnies ont souvent déjà des ententes prénégociées. Alors, savez-vous s'il y aura un dédoublement des paiements pour les plateformes ou savez-vous s'il y aura, si les entités ne seront pas admissibles? Les ententes en place sont avec les
médias de publication. Et parfois, la presse canadienne est utilisée pour leurs publications. Alors, c'est ainsi que les ententes existantes permettent d'avoir des compensations de manière indirecte. Je peux aussi vous dire que vous avez raison et tel que je l'ai mentionné, il y a des grands journaux qui ont déjà des ententes. Je pense que la pérennité de ces ententes dépendra de la loi. La loi va assurer qu'il y aura une exigence pour négocier de bonne foi et c'est pourquoi le gouvernement canadien appuie avec autant de ferveur ce projet de loi. Sénatrice Simons, puis inaudible. Alors, vous aurez droit à une question chacun et si le temps le permet, vous pourrez poser une autre question. Sénatrice Simons. Merci. Sénateur Harder, accepteriez-vous une question? Le projet de loi dont nous sommes saisis n'est pas le même projet de loi qui avait été présenté avant la pause, avant le congé de Noël. Et le changement n'était pas un simple changement technique. Ce n'était pas qu'une phrase avait été modifiée ou qu'il y avait un point-virgule ajouté. Ce projet de loi a un amendement qui exige qu'une compagnie ait une entente et que les compagnies passent à l'action lorsqu'il y a de la désinformation. Ce projet de loi a été rejeté à l'autre endroit avec un vote de 10-1, mais cet amendement très controversé a été ajouté au projet de loi qui a fait l'objet d'un vote à la Chambre des communes. Pourriez-vous nous éclairer? Comment se fait-il qu'une erreur aussi grave ait été commise dans le projet de loi? Et est-ce que ça veut dire que le projet de loi qui a fait l'objet d'un vote à la Chambre, ce projet de loi, s'il avait une erreur aussi flagrante dans son contenu, comment pouvons-nous démêler la situation? Sénateur Harder. Merci, Madame la Présidente. Alors ça, c'est ce dont le président avait parlé la semaine dernière. Et il citait le président à l'autre endroit qui avait décrit la procédure qui était en cours. Ce n'était pas une erreur de la part du gouvernement, c'était une erreur administrative qui avait été commise par les agents responsables. Alors, cela n'est pas vraiment lié à la discussion et je pense que le président a bien géré la situation. Vous avez dit que ce projet de loi n'est pas le projet de loi qui avait été initialement étudié et la plupart de mon discours tenait compte des amendements adoptés à l'autre endroit. Et je m'attendrai à ce qu'il y ait des avantages à adopter ce projet de loi et je ne crois pas qu'il soit temps de débattre des erreurs commises de manière inadvertante, j'en suis sûre, par les greffiers qui s'occupaient du projet de loi et qui l'ont transféré à cette Chambre. Sénateur Corosa. Merci, Madame la Présidente. Ma question, et j'aimerais revenir aux principes généraux du projet de loi. Vous avez parlé du CRTC, mais je peux vous dire qu'ayant déjà été commissaire au CRTC, il faut qu'il y ait la capacité d'avoir un examen transparent et il faut aussi être capable de réduire les déséquilibres de pouvoir entre les petits et les grands joueurs. Il faut aussi qu'on soit capable de faire la part des choses lorsqu'il est question des nouvelles. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus longuement de la nécessité de ce projet de loi. Que se passera-t-il si on n'adopte pas ce projet de loi? Est-ce que cela aidera les petits joueurs? Je pose cette question parce que souvent, on se perd dans les détails au lieu de penser à la situation en général. Merci beaucoup pour votre question, sénateur. Alors, je vais réitérer que sans ce projet de loi, nous verrons une atrophie des médias, nous verrons des mises à pied dans ce secteur et cela contribuera à
atrophie des discours publics. Je ne souhaite pas être alarmiste, mais nous devons comprendre, nous devons protéger la qualité des dialogues publics au Canada. Et la confiance est une composante essentielle de notre démocratie. Ce projet de loi a été conçu pour faire en sorte qu'il y ait des exigences de négociation basées sur les marchés entre les créateurs de contenu, donc les entités qui les publient, et les entreprises qui s'en servent pour générer des revenus. Et c'est à cause de la perte de revenus liée aux publicités qu'on voit des mises à pied. Sénateur Harder, 5 minutes de plus. Sommes-nous d'accord pour accorder 5 minutes de plus? Accordé. Par ailleurs, vous avez posé votre question et ce projet de loi touche maintenant les petits journaux qui appartiennent à de petites régions ou aux médias spécialisés. Et avant cet amendement, ces médias n'étaient pas admissibles. Nous voulons aussi nous assurer qu'il y ait une intégrité journalistique pour ces médias et c'est pourquoi on demande qu'il y ait un code de professionnalisme journalistique. Nous avons aussi élargi la portée pour inclure les journalistes propriétaires dans certains endroits, comme dans ma région, les propriétaires de ces médias sont aussi des journalistes. Donc, cela explique la portée plus large de ce projet de loi et nous avons élargi les mesures comprises dans ce projet de loi pour qu'il inclue les petits organismes. Et ce ne sera pas au CRTC de prendre toutes les décisions. Il y aura un processus de négociation. Et si ce processus de négociation échoue, il y aura ensuite la possibilité de faire de l'arbitration. Mais l'arbitration, ce n'est pas une situation où l'arbitre prend une décision finale. Non, il y aura aussi, il doit tenir compte des arguments de toutes les parties. Sénatrice Dasco, puis sénateur Down. Sénatrice Dasco. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, accepteriez-vous une question? Ma question porte sur les plateformes qui vont participer à ce programme. Vous avez défini ces plateformes comme ayant des positions dominantes. Pouvez-vous me dire quelle plateforme sera obligée de faire ces changements? Est-ce que TikTok va en faire partie? Certaines personnes disent que Facebook n'aura plus de contenu de nouvelles. Alors, est-ce que vous pourriez clarifier qui sera assujetti à cette nouvelle mesure? Sénateur Harder, alors, le projet de loi est un projet de loi agnostique. Alors, le projet de loi n'identifie pas des plateformes spécifiques. Donc, en ce moment, on pense que ça s'appliquerait à Google et à Meta. Les fournisseurs de contenu ont une grande part du marché pour l'instant. Mais si la situation change, ce ne veut pas dire que le gouvernement décide de quelle plateforme utilise du contenu journalistique acceptable pour l'organisme qui publie. Sénateur Harder, avez-vous des estimations? Vous n'avez peut-être pas l'information, mais vous pourriez nous la fournir. Alors, parlons des médias à l'île du Prince-Édouard. Alors, quels sont les médias comme, disons, les journaux pour les agriculteurs et les journaux de la région? On voit qu'il y a de moins en moins de contenu local dans les journaux locaux. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre? Merci pour la question. C'est une bonne question
Et dans ma réponse, en fait, il y a un objectif. Notre expérience en Australie et notre expérience avec les ententes au Canada, qui sont toutes confidentielles en passant, donc je ne connais pas tous les détails. Alors, il y aurait un chiffre collectif et le principe général, ce serait qu'il y ait 30 à 40 des nouvelles qui seraient, donc leur coût serait défrayé. Donc, ce ne serait pas un effort. Alors, en fait, je dois vous parler. En fait, ce n'est pas une détérioration de la valeur et ce ne serait pas une diminution des sources de revenus pour les publications mentionnées.